Quel chapitre époustouflant et quelle double page finale où on voit Loki, enfant avec des yeux de démon, en train d'essayer d'escalader l'arbre Adam pour retourner parmi les siens à Elbaf. Il a été abandonné par sa mère à cause de ses pupilles démoniaques. Sa mère, qui est pourtant une géante antique, n'a pas pu supporter le regard de son nourrisson. Et nous, en tant que lecteurs, comment est-ce qu'on peut interpréter ces pupilles démoniaques? Est-ce que c'est une référence au serpent rouge? Mais avant même de se poser cette question, est-ce que le serpent rouge est un véritable démon? Ou est-ce que le serpent rouge n'est qu'une métaphore pour nous parler du continent de Redline qui fait le tour de la Terre à partir de ce moment-là? Et quand on aura fait le point, est-ce que ce pouvoir représenté à travers le personnage de Loki est dû à un fruit du démon, pourquoi pas le fruit du serpent rouge? Est-ce que c'est la troisième arme antique qui se matérialise à travers le jeune prince d'Elbaf? Ou encore, est-ce que c'est une entité démoniaque qui serait semblable à celle d'Imsama et qui apporterait dans One Piece un nouveau lore et un nouveau pouvoir complètement différent du Haki ou des fruits du démon? À travers cette review et en analysant tous les détails, je vais vous donner ma réponse concernant le pouvoir de Loki. On va aussi parler de plusieurs polémiques qui ont secoué toute la communauté One Piece et je vais vous faire un debunk total sur un de ces sujets. Et à la fin, bien sûr, la principale théorie qui va mêler non seulement le serpent rouge, mais également le dieu de la terre pour vous prouver que Oda est en train de créer l'ennemi ultime de One Piece dans cet arc Elbaf. Alors accroche-toi mon frérot. Bienvenue dans cette review du chapitre 1153 de One Piece. Tous les dimanches, je te dis un petit peu la même rengaine. Si tu aimes cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire. On va parler de pas mal de sujets dans le détail dans cette vidéo, donc n'hésite pas à me donner directement ton avis, à mettre le maximum de pouces bleus, ça m'aide à faire monter le reach de la vidéo et bien sûr à la partager à tes frérots. Je vous souhaite une bonne review les frérots. On va parler de la théorie du temps qui a fait beaucoup réagir dans ma dernière vidéo. Je suis partisan que le temps s'écoule de la même façon sur l'île d'Elbaf et dans le reste du monde, et je l'ai prouvé car on a des dates communes. Par exemple, l'époque où Dory et Brogy ont foutu un petit peu le bordel sur les océans avec l'équipage de pirates géants, ça correspond à il y a 100 ans dans le flashback d'Elbaf et dans le reste du monde. À partir de ce moment-là, les gens m'ont expliqué, oui mais non, le temps s'écoule de la même manière, mais la perception des gens sur Elbaf est 3 fois plus lente, donc le monde extérieur se passe bien 3 fois plus vite au niveau de la perception. Et là encore je débunk, puisque lors de la rencontre entre Zoro et Nico Robin, Zoro dit à Nico Robin, félicitations d'avoir survécu pendant 22 ans. Donc dans sa perception, Zoro qui est sur Elbaf a bien attendu 22 ans pour retrouver Nico Robin. On a également les habitants d'Elbaf qui nous expliquent que Coppergaban est sur l'île d'Elbaf depuis 20 ans. Donc, ils ont également la même perception avec le temps extérieur. Comme on sait que le roi des pirates est mort il y a 24 ans, Coppergaban a passé 20 ans sur Elbaf. Il y a la même perception. À partir de ce moment-là, les gens m'ont dit oui, mais la perception est différente seulement si tu es un humain sur l'île d'Elbaf. Et dans ce cas-là, ton exemple sur Zoro n'est pas validé. Mais là encore, je débunk, puisque Ripley, lorsqu'elle s'adresse aux Mugiwara, elle leur dit que Coppergaban ne souhaite pas se marier avec elle parce qu'il vieillit plus vite qu'elle. En effet, Coppergaban a la bonne perception. Il se rend compte qu'un humain vieillit plus vite qu'un géant. C'est logique, puisque les géants vivent plus longtemps. Donc, il a la bonne perception du temps qui passe sur Elbaf. Lors de son échange avec Shanks, c'était uniquement l'avis d'un père qui voyait le temps s'écouler un peu plus vite. Comme n'importe qui a des enfants, il va dire « Ah tiens, le temps est passé plus vite ». Ça ne veut pas dire que l'extérieur du monde s'est déroulé 3 fois plus rapidement. On a un exemple d'ailleurs dans le chapitre 434 où Barbe Blanche dit « Je n'ai pas vu le temps passer » lorsqu'il échange avec Shanks. Ça ne veut pas dire que le temps autour du Moby Dick se passe 3 fois plus rapidement.
Et enfin, toujours l'exemple de Jarl qui a 408 ans. Beaucoup de gens m'ont dit mais non, mais en fait, il faut diviser par 3. Il aurait vécu que 136 ans. Mais dans ce cas-là, ça ne fonctionne toujours pas parce que Jarl est présenté comme l'être humain le plus vieux du monde. Or, le docteur Kurena a 141 ans et Jarl aurait 408 divisé par 3, 136. Il serait donc plus jeune que la doctoresse. Et même Harald, qui fait le tour du monde et qui s'intéresse à l'extérieur, il aurait forcément partagé cette découverte avec les autres géants de l'île si le temps s'écoulerait plus rapidement en dehors d'Elbaf. Dans tous les cas, quelle que soit l'explication que tu donnes, même si tu parles de perception, le temps se passe de la même manière sur Elbaf et dans le reste du monde. Au niveau de la narration, ça serait bien trop compliqué d'interpréter une île où la perception du temps serait différente, tant il faudrait être précis sur les calculs, que ce soit des géants ou des humains, et prendre en considération le temps qu'ils ont passé sur Elbaf et en dehors d'Elbaf, parce qu'on est dans un monde de One Piece où il y a des pirates et les gens ils peuvent voyager d'une île en autre. Donc quand Jarl explique qu'il a 408 ans, il faudrait qu'il fasse un calcul de tête pour anticiper le nombre de temps qu'il aurait passé sur Elbaf avec une perception qui serait différente de celle du reste du monde et qui ferait le calcul en multipliant par 3 sur les temps de voyage à l'extérieur et que tout ça soit fait automatiquement dans sa tête quand il donne son âge. Pouf, j'ai 408 ans. Et de toute façon, à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir l'enfance de Loki, donc sa rencontre avec Xebec, et là, on aura vraiment la bonne temporalité entre l'extérieur d'Elbaf et ce qui se passe à Elbaf, et vous allez vous rendre compte que toutes les dates coïncident et qu'il n'y a pas de question de perception. Avant de parler du serpent rouge, on va parler un petit peu de ce flashback et de ce que Eiichiro Oda est en train de mettre en avant, les deux idéologies qui sont importantes sur Elbaf et qui vont être représentées par Ida et Estrid qui sont respectivement les mères d'Ajrudin et de Loki. D'un côté, on va avoir Estrid, la mère de Loki, qui va représenter un petit peu Warland, la puissance et surtout le repli sur soi à travers ce conseil des anciens géants qui demande à Harald de respecter les traditions et de se marier entre sang pur de géants antiques. En plus, on apprend qu'elle vient du village Alcool et on se souvient que Kaido vient de l'île Vodka. Donc il y a de très fortes chances que Kaido soit le fils d'Estrid. Et de l'autre côté, on aura Ida qui, à l'inverse, elle va prôner le pacifisme et les libres échanges avec les différents peuples qu'on a dans le monde et toutes les richesses qui vont pouvoir en découler. Je parle bien sûr de la technologie. On va pouvoir voyager avec les bateaux, mais aussi le commerce économique ou les échanges culturels. Et bien qu'on sait que ce sont un petit peu les deux idéologies qui vont tirailler Harald et qui vont très certainement l'amener à collaborer avec le gouvernement mondial, mais aussi à le trahir, on ressent quand même un parallèle avec notre monde actuel. Moi, j'ai grandi dans les années 90, les années 2000, c'était l'essor de la mondialisation. Les États, comme par exemple l'Union européenne, supprimaient les taxes et les droits de douane pour qu'il y ait une libre circulation des capitaux et des marchandises. Et aujourd'hui, on voit que chaque pays a tendance à se refermer directement sur lui-même et que les extrêmes prennent le pouvoir dans de plus en plus de pays. Je pense au Brésil, je pense aux États-Unis, je pense à l'Italie. Et on a des droits de douane dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui ont explosé. On était dans un monde qui ressemblait à l'idéologie pacifisme et l'idéologie d'Ida, et on est en train de finir aujourd'hui dans un monde qui ressemble à l'idéologie d'Estrid et du refermement sur soi. Je trouve que c'est un parallèle assez intéressant entre notre réalité et le flashback d'Harald. Mais allez, maintenant on va parler du serpent rouge, les gars. Bon, avant de définir les yeux de Loki, il faut qu'on définisse la source de son pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que le serpent rouge. Pour moi, il y a deux définitions distinctes et il faut vraiment faire le tri entre les deux. Déjà, il y a le serpent rouge qui est nommé par Drogi et Brogy sur Little Garden et le serpent rouge du flashback qui vient de la discussion entre Ida et Harald. Pour moi, ce serpent rouge-là n'est pas une créature vivante, ce n'est pas un démon, c'est une métaphore pour parler de Redline.
Le peuple d'Elbaf est un peuple primitif. Ils ont vu que la planète était coupée en deux par un continent circulaire et ils l'ont appelé le serpent rouge à cause de sa couleur. Sur Little Garden, quand Dory et Broggy disent que leur attaque peut tout détruire sauf le serpent rouge, ça veut dire que leur attaque peut tout détruire sauf Redline. Ils ont très certainement essayé leur attaque sur Redline et ils n'ont pas réussi à ouvrir le continent en deux. De la même manière, quand Harald parle à Ida, lui demande si tu as déjà marché sur le serpent rouge, il dit que oui, il parle bien sûr de ce continent qui sépare la mer en deux. On ne parle pas d'un démon, on ne parle pas d'un monstre. Le serpent rouge dans la bouche des géants d'Elbaf, c'est un continent. Mais il y a une deuxième source sur ce serpent rouge, c'est le texte du Hallé qui nous présente un serpent rouge qui est né des flammes de la terre et qui s'est directement battu avec le démon de la terre. À cette époque-là et dans la période antique, il a très certainement vécu un serpent rouge démoniaque d'une taille gigantesque qui a réussi à séparer les flots et qui pourrait être l'origine de la puissance de Loki. Je vais donc me baser sur cette légende quand je vais dire que Loki a le pouvoir du serpent rouge et non pas de la définition qui nous sont données dans les différents géants pendant ce flashback. Et à partir de ce point précis, on va théoriser pour savoir d'où vient ce pouvoir. La première clé la plus facile, c'est bien sûr les fruits du démon. Il serait assez simple de dire que Loki a le fruit du démon du serpent rouge qui vient très certainement de cette période antique. Mais ça ne peut pas être le cas parce que Loki, dès sa naissance, a eu des pupilles démoniaques et à ce moment-là, sa mère l'a jeté dans le monde des ténèbres. Donc Loki enfant n'a pas eu le temps de manger un fruit du démon. La seule personne qui possède un fruit du démon alors qu'on ne l'a pas vu, le manger, c'est Bonnie pendant le flashback et elle a une excuse, c'est peut-être sa mère qui a subi des opérations et des expériences scientifiques de la part de Saturne qui aurait fait que elle ait ingurgité le fruit ou Saturne lui a transmis de manière scientifique et les pouvoirs ont directement été transmis à sa fille. Mais j'imagine mal Estrid se faire kidnapper par le gouvernement en tant que géante antique, avoir subi des expériences de Saturne et être tranquillement retourné sur Elbaf pour faire un enfant avec Loki. Donc je pense que pour moi ce n'est pas un fruit du démon, mais que la source du pouvoir de Loki vient de quelque chose de complètement différent. La deuxième théorie, c'est bien sûr une arme antique. Et à partir de là, on a un premier dilemme parce qu'on ne sait pas vraiment si les armes antiques sont des machines ou si les armes antiques sont des êtres vivants qui possèdent un pouvoir particulier. Par exemple, moi j'ai toujours cru que Franky avait les plans de Pluton. Mais en relisant l'arc Enies Lobbies, je me suis rendu compte que bien que Spandam pensait que c'était les plans de Pluton, en réalité, Franky avait les plans d'une arme défensive qui aurait pu être utile à l'humanité si un jour quelqu'un mettait la main sur les vraies armes antiques. Autrement dit, dans le manga One Piece, on n'a aucune indication qui prouve que l'une des armes antiques soit une machine ou un bateau de guerre. Pour l'instant, la seule preuve, c'est que ce sont des êtres vivants. On sait que la princesse sirène a le pouvoir de Poséidon, c'est la seule autre source de pouvoir dans One Piece que les fruits du démon ou le haki, donc ça serait stratégique concernant la cohérence de l'œuvre de donner un nouveau pouvoir à Loki et que ça soit une arme antique, ça éviterait à Eiichiro Oda de devoir créer une autre explication, une autre malédiction pour un petit peu légitimer le pouvoir de Loki. Ce qui nous reste donc une dernière piste et pour moi c'est la plus intéressante concernant la suite de One Piece. Bon, ma troisième hypothèse, et qui est très certainement la plus intéressante, c'est que les démons existent sur One Piece. Je sais qu'on en a déjà parlé dans l'œuvre ici et là, mais on n'a jamais eu une claire définition sur le peuple des démons. Et c'est un sujet qui nous gratte tous la nuque, puisque depuis l'arrivée du Gorosei et d'Im-sama, on se rend bien compte que les personnages qui sont au sommet de l'État ont des pouvoirs démoniaques qui ne sont pas encore définis. On ne sait pas si ce sont du haki, on ne sait pas si ce sont des fruits du démon, on ne sait pas si ce sont des yokai ou de vrais démons, mais en tout cas, ils ont une puissance démoniaque qui n'est pas expliquée. J'avais déjà dit qu'on avait deux options à ce niveau-là. Peut-être que Im-sama est un démon, et dans ce cas-là, elle n'a rien à voir avec les fruits du démon. Ou peut-être que Im-sama est le démon originel, et dans ce cas-là, c'est la mère de tous les fruits du démon. Mais Loki peut aussi être un démon originel, qui n'aurait pas eu de définition jusqu'ici,
Et Oda se servirait un petit peu donc du combat après le flashback entre Im-sama et Loki pour nous présenter ces démons très certainement antiques qui viennent du premier monde et qui peuvent se réincarner à travers les différents personnages. D'un côté, Im-sama serait habité, hanté par un démon du premier monde, on pense au démon de la Terre, et de l'autre côté, on aurait Loki, lui aussi habité par un démon du premier monde, le serpent rouge. Et leur réunion, n'est pas le fruit du hasard, parce que rappelez-vous, dans le LA et dans le premier monde, il se trouve que le serpent rouge s'allie avec le démon de la Terre, et je vais en parler dans ma théorie. Bon, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Loki, qui possède en lui le serpent rouge, et sa rencontre avec Im-sama pourrait être terriblement intéressante. Loki est présenté comme un monstre. On le sait depuis le début de l'arc Elbaf. Ce flashback nous sert à réhabiliter Loki. D'ailleurs, on le voit directement dans ce chapitre. Ashrudin, qui paraissait être la victime des deux frères, semble être le persécuteur, puisqu'on le voit déjà étant enfant, s'en prendre au bébé et dire que celui-ci est un démon. Si Loki est présenté comme un démon par les habitants d'Elbaf, c'est qu'il n'est que le reflet de leur propre cruauté. Ce flashback nous sert donc à réhabiliter pour nous lecteurs, le personnage de Loki. Une fois que ça sera fait, on va retourner dans le présent et on va voir le rôle de Loki dans l'attaque d'Im-sama. Loki va redorer son blason aux yeux, non pas des spectateurs, mais des habitants d'Elbaf, en affrontant directement Im-sama et en remportant la première manche. Mais ce qui peut être terriblement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'esprit du serpent rouge se réveille et que Loki devienne complètement incontrôlable. Je vous l'avais dit que j'avais une théorie du Loki Berserker. Je vous avais dit que j'avais lâché cette théorie parce que j'avais vu un petit peu le demi-réversi et que je trouvais ça intéressant que Im-sama fasse un demi-réversi sur Loki, mais elle va pas le faire directement. Elle va d'abord se faire battre par Loki en mode Berserker parce qu'il a en lui le démon du serpent rouge. Mais contre toute attente, et à ce moment-là, Im-sama va faire un demi-réversi sur Loki. Elle va s'imaginer pouvoir prendre le contrôle de ce personnage, de pouvoir directement le faire intégrer son armée, et là on va se dire mince, imaginez Loki en mode berserker, avec en lui le démon du serpent rouge, en plus sous les ordres Im-sama, on aura très certainement le méchant le plus emblématique de One Piece, sauf que le demi-réversi sur Loki en mode berserker serpent rouge, ça va inverser sa personnalité. Et comme celui-ci sera profondément démoniaque parce qu'il sera envahi par la puissance du serpent rouge antique, alors, grâce au demi-réversi, Loki risque de devenir profondément bon. Bah oui, le demi-réversi, ça te transforme en démon quand t'es quelqu'un de sain. On l'a vu directement avec Dory et Broggy. Mais quand t'es déjà un démon, le demi-réversi, va te transformer en personnage pieux, bon et avec une bonne âme. Et c'est comme ça que, sans le vouloir, Im-sama va soigner la malédiction de Loki. On en parle dans ce chapitre, dans les chapitres précédents. Il y a eu un nombre incalculable de malheurs qui sont arrivés depuis la naissance de Loki. Il est frappé par la malédiction, mais il va revenir du bon côté grâce au demi-réversi de l'autre personnage le plus démoniaque. C'est comme ça qu'on va avoir la confrontation entre le démon de la Terre, Im-sama, qui va rencontrer le serpent rouge 3000 ans après la Première Guerre. Ça pourrait être le point culminant le plus intéressant pour la fin de l'arc Elbaf, et ça montrait d'un autre niveau ma théorie que j'ai eue sur Pudding, où un personnage devient bon, mauvais, puis bon, puis mauvais, puis bon, puis mauvais. On aurait ceci à un niveau antique, avec le personnage de Loki qui arriverait à dominer le démon qu'il y a en lui grâce au démon le plus maléfique de notre époque. Dans tous les cas, quel que soit le nombre, de pouvoir directement le faire, alors que ça soit par rapport à... Donc, ça serait... Mais j'imagine mal Astrid, on va théoriser pour... Donc,
n'a pas pu regarder. À travers cette review, on va apporter à travers des détails. À me donner directement ton avis en commentaire, on va en parler. À me donner directement ton avis en commentaire, on va parler de dans la mot qui est né après le vol du soleil. Un serpent rouge qui est né après la fin du premier monde, qui s'est très certainement après, mais on sait que la princesse a le... À me donner directement ton... Bon, avant de définir les yeux de Loki, il faut qu'on définisse la source de ce démoniaque qui lui permette un petit peu de contrôler les gens, de créer... Ma troisième piste concernant le pouvoir de Loki, c'est un petit peu... Ma troisième piste concernant le pouvoir de Loki, c'est de se baser sur le fait que les démons puissent... Elle est complètement... Donc soit elle a créé les furies du démon, soit c'est un démon originel, et on nous explique... Putain. Bon, ma troisième hypothèse est que